Je vois sur la 4e de couverture qu'on dit de vous, Jacques Trescaz a été chargé de mission et administrateur civil au ministère des Finances. Un ami m'a dit, mais tu es en train de parler d'un lieutenant alors que c'est un général. Quel est votre titre exact du point de vue professionnel? Contrôleur général de l'économie et des finances. Mais effectivement, il se trouve que j'ai été à des endroits de conception, de réalisation au plus haut niveau, et j'ai participé à des conférences internationales où on s'est exposé toutes les fiscalités du monde, tout au moins en ce qui concerne leur incidence économique. Quand on ouvre votre livre, Le rite écossais, ça sert à quoi? À la première page, il est répondu à vivre plus heureux en harmonie avec son entourage et son environnement et à comprendre que sa vie a un sens et une utilité. Alors, s'il y a la réponse à la première page, je referme le bouquin, je m'en vais, ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Je crois surtout qu'il faut démontrer ce qu'on affirme à la première page. Et tout mon livre consiste à dire que ce n'est pas une simple affirmation, mais que cela se vérifie au fur et à mesure que le rite se déroule. Vous écrivez dans votre ouvrage « Le bonheur ne dépend pas de présupposés philosophiques ». Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase? Je remarque que les plus brillants des philosophes sont morts fous, ce qui est le contraire de la sagesse et le contraire du bonheur. Ce qui veut bien dire que le bonheur ne résulte pas simplement d'une réflexion, si juste soit-elle, mais d'un tas d'autres considérations, et notamment d'une aptitude à vivre, et c'est la seule chose qu'on n'apprend pas dans les écoles. En parcourant votre ouvrage, on y lit que l'initiation ressuscite l'élan vital. Est-ce qu'on doit en conclure que l'initiation peut être un combat contre une société mortifère? Nous sommes pris par nos diverses obligations, notre métier, notre besoin de faire vivre notre famille, de survivre, de se loger, etc. Toutes ces choses-là sont fort honorables. Malheureusement, ça nous détourne de la question essentielle. Pour qui suis-je et qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et quel sens ça a? En fait, l'homme est un être de désir. Et ces désirs peuvent s'analyser selon leur tempo, en quelque sorte. L'adolescent, c'est une image, parce que nous restons adolescents toute la vie, a des désirs immédiats. Ces désirs aussi rapides qui s'effacent aussi vite qu'ils sont venus. Mais ils peuvent être contradictoires. C'est pas très grave, pourvu qu'on ne les refoule pas. Quand on est adolescent, un peu plus âgé, quand on est adulte plutôt, un peu plus âgé, on a un plan de vie. On est obligé d'embrasser une carrière, on fonde une famille. Et on a donc des désirs à moyen terme. C'est en quelque sorte la grande aiguille de notre montre. Et ces désirs à moyen terme nous obligent à sacrifier d'autres désirs. Ça se fait plus ou moins heureusement. Généralement pas très heureusement d'ailleurs, si on ne sait pas quel est le sens de la vie. Enfin, la troisième chose, il y a un moment de la vie où on se dit, mais à qu'est-ce que ça sert? Quel est le sens que ça a? Et en général, c'est l'heure soit du démon de midi, soit de l'entrée en maçonnerie, ou de tout autre ordre, qui consiste à se poser vraiment la vraie question, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est l'intérêt de la vie? Quel sens a cette vie qui m'impose autant d'obligations, autant de privations, autant de renoncements? Est-ce que ça a un sens? Alors parlons un peu de la méthode du rite écossais, et je voudrais savoir quel rôle, selon vous, tiennent dans cette méthode la maïeutique et la catharsis. Alors, ce sont deux choses que les Grecs ont inventées. Il faut se dire d'abord que l'essentiel de notre activité physique et mentale est inconsciente. Eh bien, les Grecs ont donc inventé deux trucs extraordinaires. C'est la catharsis et la maïeutique. La maïeutique, qu'est-ce que c'est? C'est la science de Socrate, si je puis dire. C'est l'art de faire accoucher des vérités qu'on porte en soi et qui ne sont pas immédiatement accessibles. C'est donc bien faire surgir de l'inconscient des vérités vitales. Et la catharsis, c'est aussi un moyen de pénétrer l'inconscient. Parce que comment pénétrer l'inconscient? On le fait par projection. On le fait par projection d'une image extérieure à soi
généralement caricaturé, pour qu'on prenne encore davantage conscience de soi. Et je réitère ma question, comment on retrouve ça dans le rite écossais? Et bien, dans le rite écossais, par nos cérémonies projettent une vérité essentielle que nous portons en nous, en les figurant et en les extériorisant en quelque sorte, de quelque sorte qu'on se pose les questions utiles. Par exemple, lorsque on rentre pour la première fois en loge avant d'être initié, on n'est pas initié tant qu'on n'a pas été consacré par le vénérable maître. Et on est dans une tenue absolument invraisemblable. Quelle est cette tenue? On est aveugle. Parce qu'en général, l'homme ordinaire ne sait pas où il va, ne sait pas où il va. On a une corde au cou. On est esclave des idées dominantes, de nos passions, de nos désirs, de nos lubies parfois. On a la poitrine ouverte parce que, en fait, on est faible par notre affectivité. C'est l'affect qui trouble notre esprit critique notamment. Et enfin, on boite. On boite parce qu'on est écartelé entre des aspirations sublimes et les réalités de la vie qui sont souvent moins nobles. Alors les maçons cherchent la lumière. Ma question, pour trouver la lumière, les hauts grades sont-ils inéluctables selon le rite écossais ancien et accepté? C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. J'aurais tendance à dire, que tout est dans le cabinet de réflexion, mais on ne le sait pas. Comme toute la fleur est incluse dans le bouton de rose, mais évidemment elle n'est pas épanouie. En fait, c'est dans les 3 premiers degrés qu'on appelle symboliques. Les 3 premiers degrés sont les degrés symboliques. Tout est figuré symboliquement. Et les hauts grades prétendent nous permettre de le réaliser réellement. Alors sont-ils nécessaires? Non. On peut être un excellent maçon si on est un maître maçon. J'aurais tendance à dire on peut être un excellent homme si on n'est pas maçon, à condition d'être un excellent homme. J'aurais tendance à dire on peut être un excellent maçon si on est seulement maître maçon, à condition d'être un bon maître maçon. Mais pour ceux qui ne sont pas très doués, c'est dans mon cas, on continue. Parce qu'effectivement, on nous explique davantage. Et effectivement, quand on est maître maçon, on a les instruments. On est conscient d'être un être de conscience. On a éveillé sa conscience. Mais cette conscience, maintenant, il va falloir l'élargir et surtout l'élever jusqu'à la compréhension du principe qui fait que nous sommes tous frères devant l'éternité de la vie. En conclusion de votre ouvrage, vous parlez de la gnose. Et on peut se poser une question, est-ce que la méthode du rite écossais ancien et accepté se rapproche de la démarche de la gnose? Oui, sauf que il faut distinguer la gnose des gnostiques. Les gnostiques, c'est un mouvement bien particulier, très sympathique d'ailleurs, dont la majorité se tenait à Alexandrie, et qui essayait de coordonner la sagesse grecque, l'expérience juive, la tradition juive, et le christianisme naissant. Bon, tout ça, c'est quand même très daté. En revanche, la gnose, en tant que recherche de la totalité de la vérité, y compris celle qui nous échappe, est assez intéressant. Et effectivement, nous poursuivons un peu la même ambition. Je dis bien ambition, je ne dis pas résultat acquis. Voilà, c'était le rite écossais à quoi ça sert par Jacques Trescaz aux éditions d'Hervy.